C'est de dire au bout d'un moment on ne fera rien si on ne transforme pas l'imaginaire collectif, notamment la question du sens de ce qu'on fait, la question de pourquoi est-ce qu'on consomme, des finalités, des besoins et de l'artificiel. Voilà, ces questionnements-là, ils sont profonds, ils renvoient à des façons de se représenter le monde, le plaisir, le bonheur, etc. Et que tant que cette transformation n'est pas amorcée, au fond, on ne pourra jamais proposer aux gens un projet ambitieux de transformation de la société, puisque les référentiels imaginaires doivent d'abord changer, tout simplement. Donc Socialterre, c'est un magazine qui a été lancé il y a 7 ans maintenant, en 2013, par Olivier Cohen de Timari, le fondateur, sur une ligne assez orientée économie sociale et solidaire, et qui a vécu donc 7 ans, et qui a un peu évolué dans sa ligne éditoriale, surtout il y a 2 ans et demi, à proposer une nouvelle formule. Et aujourd'hui, on a vocation à traiter des sujets de démocratie, justice sociale et écologie, principalement, même si étant un magazine de société, on est amené à parler de tout éventuellement. Tu as commencé à nous parler un petit peu de l'histoire. Qu'est-ce qui avait poussé le fondateur justement à lancer Socialterre ? Le parcours d'Olivier, c'est un parcours, je pense, qui devient de plus en plus connu, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études de commerce ou d'ingénieur ou des grands cursus de l'État et qui arrivent sur le marché du travail sans vraiment le désir d'intégrer ce qu'on appelle maintenant l'ancien monde. Bon, il faut questionner cette notion, et qui donc se posent des questions, des fois font des burn-out et surtout lancent des projets qui ont du sens. Voilà, je pense que je parle à des bonnes personnes pour ça. Et donc ce qui le motivait, c'était d'offrir une autre vision de l'économie, une économie qui soit plus ancrée dans la société, dans la notion d'utilité sociale, et donc ce qu'on appelle vulgairement l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des modèles d'entreprises qui poursuivent une raison d'être, une utilité sociale, voilà, qui ont du sens tout simplement. Mais une fois que Olivier a commencé à traiter ces sujets-là, forcément on est amené à couvrir d'autres champs, à les élargir. Donc quand on parle d'utilité sociale, on parle d'écologie. Quand on parle de nouveaux modèles d'entreprise, on parle aussi de démocratie en entreprise. Donc peu à peu le champ s'élargit en fait. Et finalement on arrivait à la formule telle qu'on est aujourd'hui, éditoriale, qui est au-delà de l'économie, qui est clairement un magazine de société, qui vise à promouvoir des modèles alternatifs, des solutions. J'aime pas trop le mot de solution parce que je pense qu'il n'y a pas que des problèmes et des solutions dans la vie, hein, c'est beaucoup plus complexe. Des fois les solutions sont des problèmes ou posent problème, etc. Mais voilà, à proposer quand même des modes de vie, des modes d'organisation, une innovation qui soit alternative, autres, qui répondent à d'autres impératifs et d'autres finalités que celles qui sont aujourd'hui souvent les nôtres. Moi j'aimerais savoir, parce que à chaque fois que vous sortez un nouveau numéro, et pas seulement les hors-séries, il y a toujours une thématique qui est bien particulière. Comment vous les choisissez? Quel est le processus derrière pour les choisir? Alors la thématique, donc oui, tu l'as souligné, il y a des hors-séries qui sont là, une thématique de 100 à 200 pages maintenant, donc ça c'est vraiment la grosse thématique, on va mettre 6 mois à creuser. Et il y a la thématique régulière qui est le dossier. Alors, donc c'est vrai que Socialterre, sa puissance, sa force de frappe, c'est les dossiers qui sont très thématisés. Comment ça se passe pour choisir un dossier? Il n'y a pas de règles, c'est des cas de figure différents à chaque fois. Ça arrivait qu'un ou une stagiaire de Socialterre propose une idée et qu'en fait en discutant on se dit c'est un super dossier, par exemple. Et si tout était gratuit, donc l'année dernière qui est sorti, c'était le numéro 33 je crois, c'était le travail d'un stagiaire sur un article qui a donné finalement une proposition de dossier. Et des fois c'est nous en interne qui tout simplement on essaye de flairer les thématiques intéressantes qui vont concerner les gens, qui sont d'avant-garde ou pas forcément lues ailleurs, on n'a pas vocation à répéter ce que les autres ont fait. Et donc soit prendre des thématiques, comme par exemple le tourisme, et se dire comment on va en parler, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à dire sur ça, et le dire différemment de ce qu'on a pu dire ailleurs, soit des entrées carrément sur une phrase, un questionnement, comme l'année dernière on avait fait un dossier « Êtes-vous assez radical ?» Voilà, c'est vraiment rentré sur cette question qu'on se posait, à quel moment on est assez radical. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu un dossier. Et donc là, c'est vraiment parti sur une intuition, une question. On sent que les gens se posaient pas mal la question autour de nous de qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis assez radical, pas assez radical? Est-ce que je suis trop modéré? Bon, voilà. On a identifié ce questionnement-là et on a fait un dossier thématique. Voilà. Et des fois, sur un dossier thématique classique, le tourisme, derrière, il s'agit de sentir comment on veut le tourner, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans notre public, qui est un public de 25 à 45 à peu près, enfin voilà.
Et donc par exemple sur le tourisme, on avait choisi d'en parler à la base. Alors, sur le tourisme, c'était un peu particulier parce qu'on l'avait fait avant le Covid, donc on pouvait le sortir pendant le Covid et être complètement à côté de la plaque ou attendre la fin. Donc on a attendu la fin, a décalé de 2 mois malheureusement. Et ce dossier-là, voilà, on avait vraiment dès le début anglais sur marre d'être un touriste, donc sur les questionnements que se posent les gens aujourd'hui vis-à-vis du tourisme et de leur pratique touristique, qui est polluante, anti-écologique, qui des fois est destructrice d'un point de vue social, puisque voyager au bout du monde sans égard à la situation, etc., c'est problématique. Et puis, je pense une lassitude dans une certaine génération de cette pratique touristique constante, incessante, de partir, prendre l'avion, partir. Voilà, donc on a essayé plutôt de surfer sur ça et de questionner la question questionner la question, c'est pas mal. De questionner, disons, le désir de beaucoup d'essayer de voyager plus près de chez soi, de retrouver du sens dans la pratique du voyage ou du tourisme, d'ailleurs est-ce que c'est mal d'être un touriste ou pas, quel touriste être dans ce cas-là. Voilà, donc plutôt on aime bien souvent partir sur les questionnements que se posent les gens et de les complexifier, de leur donner un contexte, une réflexion, une perspective. À quel point vous avez le nez creux quand même pour aborder cette thématique avant le confinement, mais qui finalement est d'une actualité sans pareil post-confinement, pour les imaginaires qui est sorti littéralement 2 jours avant le confinement et que finalement tout le monde a dû se réinventer et s'imaginer. Oui, alors on voit ce qu'on voit, puis on voit pas ce qu'on ne voit pas. Par exemple, si on regarde le dossier de juste avant, qui était tout le pouvoir au local, sur les municipales, on a eu le deuxième tour des municipales 6 mois après. Donc on a des fois pas le nez creux. Non, je plaisante, mais non, mais je pense que c'est... il y a avoir le nez creux sur, en fait, essayer de sentir vraiment ce qui traverse les gens aujourd'hui, enfin, qu'il y a une certaine population. Et ça, c'est d'essayer de plonger ses antennes dans le magma social. Par le nez creux, d'être confronté à des contingences de la vie, mais en fait, c'est pas les contingences. C'est-à-dire que, par exemple, le confinement, ça part d'une crise qui est la crise du Covid. La crise du Covid, elle part d'une crise qui est une crise écologique, environnementale, fragmentation des habitats, qui voit en fait les pandémies, les épidémies se multiplier, notamment les zoonoses, c'est-à-dire les transmissions animales-hommes. Multiplication depuis 20 ans, qui est liée à des facteurs environnementaux, donc finalement ça devait arriver un jour ou l'autre, et voilà, il se trouve qu'effectivement aujourd'hui notre traitement de l'actualité, des sujets, notre appétence pour l'écologie résonne complètement avec la crise, c'est pas pour rien, parce que c'était en germe. Après, le timing de sortir un imaginaire une semaine avant le confinement, ça c'est de la chance. Après, l'imaginaire, vraiment, pour parler de ce hors-série-là, l'imaginaire, c'est vraiment une question plus... Bon, là, les gens ont eu le temps de le lire, du coup, en confinement, mais c'est une question beaucoup plus profonde qui traverse tous les milieux, je pense, de la transition aux milieux plus radicaux et militants, c'est très transversal, je pense, qui est en fait toujours un point d'achoppement des débats, c'est de dire, au bout d'un moment, on ne fera rien si on ne transforme pas l'imaginaire collectif, notamment la question du sens de ce qu'on fait, la question de pourquoi est-ce qu'on consomme, des finalités, des besoins et de l'artificiel. Voilà, ces questionnements-là, ils sont profonds, ils renvoient à des façons de se représenter le monde, le plaisir, le bonheur, etc. Et que tant que cette transformation n'est pas amorcée, au fond, on ne pourra jamais proposer aux gens un projet ambitieux de transformation de la société, puisque les référentiels imaginaires doivent d'abord changer, tout simplement. La question qu'on a en fait avec ce projet derrière du livre, c'est aussi comment, c'est pas forcément comment bien s'informer, parce que tout de suite on met un jugement, mais comment s'informer tout court. C'est une question de bateau, mais comment s'informer tout court quand on est envahi d'informations comme ça, comment cette information, vous allez creuser, à ton avis, comment continuer de s'informer maintenant? Waouh, c'est compliqué. Déjà, le problème, c'est qu'il y a un manque de désir. Il faut quand même partir du problème de base, c'est qu'il y a un manque de désir de s'informer de façon cohérente sur les choses qui nous arrivent, sur le monde, etc. Et une fragmentation qui est de l'apport d'information qui est amplifiée par les mécanismes des plateformes, les algorithmes, du fait qu'on pioche selon ce qui nous arrive, etc. Donc déjà, il faut que les gens retrouvent aussi une culture, et ça, on peut prendre beaucoup notre part, les journalistes, etc., sur les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, j'y reviendrai, mais il faut aussi que les gens retrouvent une culture de la presse, un désir de l'information, et qu'ils aillent mettre de l'argent, parce que le problème aujourd'hui de la presse, qui fait aussi pour beaucoup d'organes de presse du mauvais boulot maintenant, c'est parce qu'il n'y a plus assez d'argent, donc ils se mettent dans les mains de millionnaires qui ensuite verrouillent aussi le système de l'information. Mais le nerf de la guerre, ça reste l'argent, et si les gens ne payent pas d'informations, ne valident pas les médias qu'ils aiment, et bien dans ce cas, on ne se sortira pas. Donc c'est quand même ça, c'est une pierre importante, c'est que les gens retrouvent une culture d'information.
Ensuite, il y a un manque de diversité des médias, qui est quand même aujourd'hui une diversité du modèle déjà. 90% de la presse est détenue en gros par des groupes financiers, des millionnaires, etc. Ça, c'est un vrai problème. Il y a un manque de diversité idéologique. C'est modo, tout le monde se range aujourd'hui derrière une apparente neutralité colorée d'un peu de gauche, d'un peu de droite, ou d'un peu de ceci, ou d'un peu de cela, mais globalement, il y a un mythe un peu de l'objectivité, alors que nous, on assume complètement de ne pas être objectif, on est un journal engagé. Engagé, ça ne veut pas dire militant ou partisan. Militant, peut-être, sur certaines choses, on pourrait s'engager contre un projet de loi ou pour voilà, on peut imaginer tout à fait que ça se présente. Oui, quand on regarde, j'imagine, un projet de loi qui serait anti-écolo, on n'aurait pas d'hésitation à nous dire contre en tant que média, puisque nous avons dans notre prisme l'écologie et certains présupposés. Ça ne doit pas être partisan, on n'est pas là pour soutenir un parti, etc. Et voilà, il y a vraiment des distinctions à faire, il n'y a pas de médias objectifs. Des médias plus ou moins engagés. Vraiment, il y a un truc sur les termes, hein, c'est engagé, militant, partisan, c'est pas les mêmes choses. Et les médias doivent aussi assumer leurs engagements, les valeurs qui les portent, et pas se cacher derrière une forme de neutralité d'information. Ceci dit, bien sûr qu'il y a du travail objectif qui est fait, par exemple l'AFP, quand elle relate des faits, c'est du travail objectif. Et là, il y a le travail sur les fake news, sur trouver l'information, la bonne information, la bonne information, faire attention. On parlait encore une fois d'une culture de la presse qui est de ne pas croire tout ce qu'on lit, de regarder qui le publie, qui sont les gens qui relaient, etc. Mais ensuite, je pense aussi qu'il y a un problème plus profond, c'est de médiatiser des thématiques qui ne sont aujourd'hui pas médiatisées. Et nous, c'est le travail qu'on essaye de faire aussi. Si on parle aujourd'hui de démocratie, d'écologie et de justice sociale peut-être un petit peu moins, mais en tout cas démocratie et écologie, c'est deux thèmes qui, à notre sens, sont extrêmement mal traités dans les médias. Non pas qu'on ne trouve pas des bons articles sur le sujet dans les médias, mais en termes de mise en cohérence dans une éditoriale de ces thématiques-là, c'est souvent un peu faible et on a vu très souvent des grands médias faire une une pour dire qu'il fallait construire plus d'Airbus et le lendemain dire qu'il y avait plus de degrés à la fin de la décennie. Bon, il y a un moment où il faut aussi une mise en cohérence dans le questionnement. Et voilà, et donc nous on essaie aussi d'apporter une lumière, un éclairage, une perspective, une réflexion critique et des alternatives sur des sujets qu'on estime assez mal traités ailleurs. Et c'est pour ça qu'on ne va pas d'ailleurs sur tous les sujets sont plutôt bien traités dans d'autres médias, mais nous on va vraiment aller sur les points, les angles morts de la presse. Est-ce que d'une, tu penses que c'est un peu potentiellement un avenir pour la presse écrite d'avoir ce genre de communauté qui attendent, et est-ce que deux, c'est pas potentiellement un biais justement que en fait ça soit un peu toujours les mêmes personnes qui sont intéressées par les mêmes thématiques? Okay, la réponse optimiste à ta question serait qu'au final on renoue avec quelque chose qui a existé de très longue date, c'est-à-dire une identité entre lectorat et presse. À une époque pas si lointaine, les ouvriers achetaient Dumas, les bourgeois achetaient le Figaro, etc. L'intelligentsia achetait Le Monde s'était lancé comme un journal pour l'intelligentsia. Voilà, donc il faut se rappeler que de tout temps, en fait, personne ne prétendait à l'objectivité, tout le monde prétendait à un lectorat. Donc voilà, au final, nous on fait que renouer avec ça, sachant qu'aujourd'hui on parle de communauté, puisque on a une société qui est devenue presque sans classe, qui a sans identité de classe, il y a des thématiques qui se mélangent. Je préférais qu'on parle à des publics plus larges qu'à des communautés, j'aime pas trop ce langage-là, mais bon, c'est le langage de l'époque. Est-ce que c'est problématique ? Non et oui, c'est-à-dire que il y a un mythe qui consisterait, même en politique aujourd'hui, à croire qu'on peut faire toujours l'adhésion de tous, le consensus. Voilà. Non, en fait, il y a toujours la conflictualité dans la façon de voir le monde, dans les valeurs, etc. C'est sain, c'est ce qui met une société en mouvement. Donc portant un socle de valeurs, une certaine vision du monde, un journal ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Maintenant, qu'un journal ne parle qu'à un microcosme, ça devient problématique, sauf au journal de passionnés de pipe ou de briquet, voilà. Mais je pense à ça parce qu'il y a un MOOC qui est sorti sur les fumeurs de pipe, donc ça existe. Je sais pas si, voilà. Oui, très particulier. Donc voilà, après nous on essaye vraiment d'adopter justement quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du recroquevillement sur un camp idéologique ou une famille d'intérêts, ou voilà, on essaye de s'ouvrir dans le choix des mots, dans le choix des thèmes, de porter une attention sur nos propres biais, de ne pas nous enfermer dedans, de ne pas chercher la confirmation auprès de notre lectorat tout le temps, mais plutôt de chercher à ajouter d'autres briques. Donc typiquement les hors-séries nous ont servi à ça, à essayer d'aller
toucher un autre lectorat avec un thème qui nous correspond, mais c'est un autre lectorat, on va essayer de lui parler d'une autre manière. Par exemple, quand on fait un hors-série sur les low-tech, donc le low-tech est un mouvement un peu de société contre la high-tech, qui serait de rendre nos outils technologiques plus raisonnables, plus économes, plus sobres, etc. C'est un public plutôt ingénieur, donc on a essayé de leur parler aussi avec un langage plus dans la question des ressources, de l'ingénierie, des systèmes, etc. Là, quand on va parler ensuite à un public plutôt de gauche qui s'intéresse aux imaginaires, donc pour prendre le dernier hors-série, on va pas lui parler avec un langage de techniciens et de gens qui ont fait Polytech X, quoi. Bon. Donc voilà, il faut aussi s'adapter, essayer d'amener des gens à s'intéresser à des sujets qui n'étaient pas les leurs forcément au début et de créer des passerelles entre différentes communautés, comme on dit aujourd'hui. Et c'est plus cette ambition, je pense, de passerelle qu'on porte que cette ambition de vraiment taper dans la cible qu'on s'était dit être la nôtre, quoi. Pour toi, c'est quoi les autres voies possibles? Je ne veux pas parler du monde d'après. Quelles sont les autres voies possibles à ce monde de maintenant? C'est-à-dire, tu veux dire les... On a parlé de l'information. Pour toi, nous, on a établi. C'est dans le logement, c'est dans la nourriture, c'est dans l'approvisionnement, c'est dans la finance, c'est dans la rencontre avec l'autre, c'est dans la solidarité. Toi, c'est... Toi, est-ce que tu en as comme ça quelques-unes qui viennent à l'esprit ou c'est un ensemble? Tout est interrelié, tous ces systèmes. On ne peut pas bouger, c'est notre ligne, d'essayer de lier démocratie, écologie, justice sociale. C'est-à-dire, si tu fais une transition écologique sans justice sociale, tu vas droit dans le mur. Et sans démocratie, ça donne une dictature verte, comme on l'a caricaturé aujourd'hui, etc., etc. Donc tout est lié. On est dans une analyse relationnelle des problèmes et des solutions. Donc je ne peux pas te donner vraiment quelque chose à grignoter là. Mais tout de même, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de très profond dans les imaginaires, ça on l'a déjà dit, c'est-à-dire dans les représentations, que nous faisons du bonheur, de la justice, du sens. Enfin vraiment il y a quelque chose de profond dans la métamorphose qu'il faut faire de comment on a envie de vivre ensemble, dans quelle société, selon quelle fin. Et je pense que dans notre génération commence à s'amorcer certaines classes sociales, un début de... il y a encore du chemin, mais on sent que ça ne va plus, on sent qu'il faut faire autrement et qu'il va falloir pour ça renoncer à des choses. Et déjà ça c'est un changement de culture profond par rapport aux baby boomers, où renoncer c'était pas dans le vocabulaire. Déjà. Ensuite, il y a quelque chose qui joue fondamental, je pense, dans la démocratie, et je pense que la crise que nous vivons et notre incapacité à infléchir la trajectoire de nos sociétés repose quand même beaucoup dans l'organisation démocratique de la société. Je suis plutôt sur le postulat qu'on ne vit pas vraiment en démocratie, on vit dans quelque chose qui en a certaines des caractéristiques. Si on reprend la démocratie aristotélicienne, antique, etc., elle a certaines caractéristiques, des apparences, mais elle n'est pas profondément démocratique ou pas suffisamment démocratique. Et je pense que se joue là quelque chose, et par exemple des expérimentations comme la Convention Climat, moi j'ai trouvé ça passionnant, et on va faire un bilan là-dessus dans le prochain numéro. Mais voilà, ce sont des expérimentations qui ont du sens, qui injectent des nouvelles modalités de l'expression populaire. Et ça, je pense que c'est très important, puisqu'en fait, les gens se désintéressent aussi de la politique et de la volonté de changement des choses, parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, rien ne se passe. Voilà. Et ça, le problème, c'est que c'est la caractéristique d'une démocratie dysfonctionnelle. Donc quelque chose de profond. Je ne vais pas donner des réponses à quoi faire, tirage au sort, machin, etc., parce que c'est pas du tout mon rôle. Mais là, se joue quelque chose de très important. Et bien sûr, pour moi aussi, la chose très importante, c'est l'écologie, dans le sens d'un nouveau paradigme qui se surimpose quand même à beaucoup de choses, même pas à tout, mais à beaucoup de choses quand même, et qui nous impose un sens des limites, de retrouver un sens des limites planétaires, limites de ressources, de l'économie, d'être économe avec ce qui nous a été donné aussi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le projet de la démocratie antique, c'est l'autolimitation, donc ça a quand même des passerelles évidentes entre ces différents... Voilà. Mais voilà, retrouver le sens des limites, c'est un peu le grand défi de l'écologie, et je pense que là-dessus, il y a quelque chose à travailler aussi. Et c'est aussi une question d'imaginaire, puisque voilà. Donc voilà, c'est vrai que je ne peux pas donner de réponses vraiment très précises. Et je préfère donner des réponses méta que des réponses trop précises comme logement, énergie, etc., même si elles sont tout à fait valables et qu'on les explore, on essaie de les explorer à chaque numéro aussi dans le détail. C'est quoi les prochains projets pour Socialter ? Alors, les prochains projets, c'est d'arriver à boucler le prochain numéro déjà, c'est toujours un défi. Continuer à faire des magazines de qualité, à proposer une nouvelle formule pour 2021. Voilà, on va repenser un petit peu la façon dont on fait les choses, dont on rubrique, les formats, essayer d'équilibrer un peu différents types de formats, portrait, reportage, tout ça, voilà. Et continuer à faire des hors-séries de qualité. Donc on a déjà le thème du prochain et le rédacteur en chef invité.
je ne dirai pas. Et voilà, de continuer sur cette lancée, et puis ensuite de développer un média qui puisse aussi prendre plusieurs canaux, qui puisse parler aussi avec le podcast, qui puisse parler avec la chaîne YouTube, qui puisse parler avec le livre. Voilà, on a vraiment, je pense, vocation à un moment à être un peu une galaxie avec plusieurs portes d'entrée pour des publics différents, encore une fois pour créer des passerelles aussi entre les gens, entre les publics, entre les envies, les modes de consommation d'information. Consommation d'information, c'est pas un très joli mot, mais voilà, d'accès à l'information. Mais voilà, donc voilà, nos projets, c'est de faire des choses diverses et variées, des formats variés, de continuer à faire du bon boulot sur la revue et de proposer vraiment des hors-séries d'avant-garde, voilà, qui puissent mélanger des artistes, des penseurs, des analyses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et surtout ça, je pense, notre ambition, c'est de combler les trous, des fois qu'on regrette trop souvent de voir dans d'autres médias. Je vais te poser la question qui est la plus difficile encore à voir, surtout si tu n'as pas vu les questions avant. C'est comment tu résumerais Socialterre en une phrase? Radicalement vôtre. Je vais donner une citation qui résume un peu notre démarche, qui est un peu bateau, mais c'est pas le but, qui est souvent attribuée à Antonio Gramsci, mais qui n'est pas d'Antonio Gramsci, qui est de Romain Rolland, et qui disait « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Et donc voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'allier un regard critique, de ne pas se mettre trop de tabous sur les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et les problèmes sont toujours systémiques, donc des fois un peu submergents, avec l'optimisme de la volonté chez les autres, chez nous. C'est de mettre en valeur aussi ceux qui travaillent à essayer d'élaborer d'autres concepts, d'autres idées, d'autres projets, à vivre différemment, à élaborer d'autres organisations entrepreneuriales, d'autres organisations sociales, des expérimentations politiques, institutionnelles, etc. Donc vraiment allier ces deux composantes, parce qu'on regrette, là ça fait plus qu'une phrase, hein. Ouais, parce qu'on regrette aussi souvent, voilà, que soit, enfin pas souvent, mais ça arrive qu'on puisse faire la critique à une certaine presse, justement d'être critique, et trop critique, et impuissantante, pour reprendre un langage damasien. Et en face, un journaliste de solution qui serait, lui, que dans une sorte de oui, tout est possible et de rapport trop simple en fait aux solutions à apporter à des problèmes extrêmement complexes et qui nie des fois la complexité des problèmes ou propose des solutions sur lesquelles on n'a pas suffisamment de recul critique et qui donc peuvent être des mauvaises solutions, des fausses bonnes idées, etc. Voilà. Donc vraiment allier ces deux composantes, essayer l'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence, ne pas se leurrer face aux défis tout en gardant la volonté d'agir. Voilà, on va dire que c'est ça l'ADN de Socialterre. Grand projet. Hein. Super, merci beaucoup. Ah, je t'en prie. Je te libère.